On va évoquer donc ces nouvelles façons de pouvoir se développer et se mouvoir. Bon, première question, j'allais dire. Finalement, alors je vais commencer par Circle Car peut-être. On a parlé de Bolloré et de ses Autolib, qui était une solution, ma foi, intéressante. Est-ce que le fait de se lancer dans ce concept, justement, il n'y a pas eu une crainte au début en se disant finalement, les Autolib, ça n'a pas forcément fonctionné. Maintenant, on s'y lance quand même. Alors, on a vu que la solution était un petit peu différente, justement, notamment dans la mise en place. C'est la première question pour lancer le débat. Je vais inviter, partager le micro. Voilà, Alain. Si, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. En gros, Bolloré, c'est le pionnier, quoi. Donc, un pionnier, ça arrive souvent trop tôt. Puis ça teste des choses qui ne fonctionnent pas parce que on est pionnier. Donc nous, qu'est-ce qu'on a voulu résoudre? D'abord, pour que vous ayez envie de conduire un véhicule, il faut qu'il soit beau, que vous n'ayez pas l'impression de rentrer dans quelque chose qui vous dégrade vous-même, et que si vous avez un ami qui vous croise dans la rue, on se dit qu'est-ce qu'il fait lui? Non, il faut que ce soit un véhicule, comme on dit, sexy. C'est une des demandes qui nous a été faite. Ensuite, une deuxième chose, c'est Bolloré ne résolvait pas et ne pouvait pas résoudre le problème de la recharge. Et la technologie de batterie utilisée à l'époque était une technologie qui ne permettait pas de résoudre le besoin. Aujourd'hui, on est avec des batteries lithium-ion qui ont une très grande autonomie par rapport à la taille de la batterie. Donc ça permet, chez nous, c'est 140 km. Donc ça, c'est le deuxième point, la technobatterie qui n'était pas là. Troisième point, c'était la technologie, comme je l'ai dit, la technologie digitale qui permet de contrôler l'usage d'un véhicule. Personne chez Bolloré ne savait qui avait fait l'accident, qui avait tapé un trottoir, qui avait dégradé le véhicule. Ça, c'est juste pas possible. Et je dirais que c'est peut-être last but not least, mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, votre smartphone sert à tout. Et que vous êtes habitué, c'est comme disait l'ancien patron de BMW, il n'avait pas compris qu'aujourd'hui, la prolongation de l'homme, c'était ça, et plus la voiture. Et à l'époque de Bolloré, c'était pas possible. Le smartphone n'était pas au cœur de tout. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous faites tout. Et dans la locomotion, c'est je regarde si j'ai un véhicule tout près, quel qu'il soit. Puis après, je le réserve, et ensuite je vais devant. Je scanne le QR code, j'ouvre le véhicule si c'est une voiture, ou bien je démarre avec la trottinette. C'est extrêmement simple. À l'époque, c'était juste pas possible, quoi. Donc, il y avait tellement de contraintes dans le Bolloré que ça pouvait pas marcher. Voilà. Ok, donc au moins on a ouvert les choses. Aussi, c'est peut-être important d'être local finalement, parce qu'on l'a dit avec Circle Car, on le dit aussi avec Rev Mobilities. C'est là aussi on va pouvoir avoir une rentabilité, parce que c'est bien ça aussi le nerf de la guerre. Oui, tout à fait. Mais au-delà de la rentabilité, nous, on a un avantage, c'est toujours ce que je dis et ce qu'on dit à nos équipes, c'est que plus on va générer de chiffre d'affaires, plus on va décarboner. Il y a vraiment un lien qui est vraiment direct. Il est on ne peut plus direct. Après, on veut vraiment, créer de l'emploi sur les territoires, parce qu'on est une société à mission, et c'est aussi un impact social qui est important. Et puis deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'impact écologique aussi. Pour nous, c'est un non-sens aujourd'hui de transporter des véhicules sur un poids lourd diesel pour ensuite aller les transformer. Alors qu'on a des artisans qui peuvent le faire en réalité sur les territoires. Ça ne veut pas dire que 100% des petits garagistes notamment pourront le faire. Malheureusement, il y a des conditions quand même derrière qui obligent à une certaine technicité. On veut avoir un kit qui soit facile à installer, qui n'ait pas de soudure, qui ait tout au plus 1 ou 2 trous à faire pour faire du passage de câble, que ce soit en gros un meuble Ikea à monter, comme on le dit assez souvent, mais il faut quand même que les partenaires aient une capacité déjà d'installation. C'est à peu près 3 jours pour faire un rétrofit aujourd'hui sur un véhicule, et une formation nécessaire, et soit agréé par nous et par l'UTAC. C'est là les objectifs. Donc on a déjà plusieurs réseaux de partenaires qui sont extrêmement intéressés, des concessionnaires auto, des centres auto également, qui cherchent à diversifier aujourd'hui leurs activités, et puis des carrossiers qui également peuvent être parfaitement adaptés pour faire du rétrofit. Alors justement, on sait qu'à X Mobility, on parle de mobilité, on parle aussi finalement d'emploi. Damien Pichereau l'a évoqué. Benoît, c'est l'objectif aussi, on l'a bien compris. C'est en Charente que la société Mitimil se trouve, et on veut essayer de construire justement quelque chose en ayant un autre type de véhicule.
Ouais, alors sur l'emploi, nous, notre modèle, c'est plutôt du cercle concentrique pour essayer d'avoir une haut niveau qualité de service. Vous avez compris, c'est du tout compris. Donc derrière, il faut intervenir vite auprès de nos clients, résoudre les problèmes voilà, de crevaison, de défaillance XY. Nous, à terme, donc, on démarre sur le marché de la mobilité dernier kilomètre parce qu'il est mature et qu'il y a un besoin tout de suite. D'ailleurs, dans les premiers clients, c'est assez rigolo, mais on a signé 2 hôpitaux. Voilà, me demandez pas pourquoi, je suis juste dans l'analyse. C'est pour des flux internes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à transporter. Hein, donc on n'a pas forcément les véhicules pour faire ça, puisque peut-être le vélo a ce côté où on n'est pas en sécurité, ça ne correspond pas tout à fait à l'état d'esprit. Puis de l'autre côté, véhicule électrique, mais il faut investir. On a des vieux partenaires diesel, pas citer de marque. Et du coup, on arrive avec ces moyens de mobilité, peut-être qui vont faire la différence. Donc, pour répondre sur la question des emplois, je pense que c'est tout un écosystème. On voit que c'est accueilli de manière assez favorable. On va évidemment s'appuyer sur les écosystèmes existants et on ne va pas recréer, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, beaucoup de concessions aujourd'hui sont en peine, beaucoup de réparateurs auto sont en peine, et donc l'idée est bien de transférer. Et je glisserai ça aussi, nous on a une vision sur, donc à terme, d'aller sur du transport de personnes et du B2C, du particulier, et on a vraiment l'envie de faire ça de manière communautaire, en contre-pied des constructeurs. Nous, on donne la valise Diag en fait. Donc ça s'appelle un smartphone, on télécharge, on se connecte sur le système et en fait on peut avoir accès aux informations pour s'auto-réparer ou se faire aider à s'auto-réparer. Voilà. Donc derrière, il y a évidemment des business models assez intéressants. Vous avez une communauté. Pourquoi déplacer le véhicule à des dizaines ou centaines de milliers de kilomètres si vous pouvez avoir une compétence qui vient chez vous vous réparer? Et donc ça, c'est la force du smartphone, de la communauté. On peut digitaliser tout ça, on peut certifier des gens, on peut mettre des étoiles, enfin tout ce que vous voulez. Et il y aura sûrement des gens qui seront très contents d'être payés 50 balles pour changer un pneu. Bon, en tout cas, on a bien compris que le smartphone, c'était vraiment le centre des préoccupations aussi. Avec Circle Car, c'était ça aussi l'idée. On profite de cette technologie pour pouvoir être au cœur des villes, parce que c'est dans les villes que ça va se passer pour l'instant, avant peut-être de se développer. Je ne sais pas exactement, Alain, comment ça va se passer. Le développement sera d'abord fondamentalement dans les villes, et d'abord dans les toutes grandes villes, puisque nos premières villes, c'est évidemment Paris, mais en même temps, il y a Berlin, Munich, Amsterdam, Milan, Madrid. Donc voilà. Je voulais rebondir aussi sur la problématique du chiffre d'affaires. C'est que Eric et moi, on a une entreprise à mission et que notre objectif, qui recoupe l'économie aussi, mais c'était d'être, comme on dit, successful dès le départ. Donc de chercher quels sont les cas d'usage importants qui existent aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, l'année prochaine, c'est déjà 2000 véhicules qui seront déployés dans Paris. 2000 véhicules, pour vous donner une petite idée, c'est 100 000 km jour. Donc on va apporter quelque chose d'extrêmement important aux villes. Alors le smartphone, oui, il est au centre de tout, parce que on détecte les véhicules avec le smartphone, on les réserve, on scanne, on ouvre. Le smartphone chez nous est au cœur du volant. Donc il vous apporte des informations, mais vous utilisez votre Waze, votre Spotify, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas dépaysé en entrant dans le véhicule. Donc le smartphone fait et va faire partie encore plus des nouvelles mobilités. Il y a en bas une start-up aussi qui développe une application de comparaison de tout ce qui est disponible sur le marché, moyennant le fait que vous allez d'un point A à un point B. C'est ça, on va vraiment vers ça. Et le smartphone sera fondamental. Alors on a une question sur evals.fr, on en a plusieurs d'ailleurs, merci, si vous en avez, n'hésitez pas. On vous rappelle, voilà, evals.fr pour poser vos questions. Alors on a la question Damien Pichereau de la vision des constructeurs automobiles, parce que finalement, oui, on leur pique un petit peu de marché. Comment ça va se passer? On a des solutions différentes, quoi. Tout à fait. Nous, aujourd'hui, on n'est pas opposés aux constructeurs automobiles. Au contraire, on les voit plutôt comme étant des partenaires, sincèrement. Et on a eu, et on s'en réjouit, même si c'est avec un concurrent, un premier partenariat entre Renault et Phoenix Mobility. Et on s'en réjouit. Ça montre bien que les constructeurs, aujourd'hui, voient bien l'intérêt. C'est aussi une solution pour eux pour garder captifs des concurrents qui, au bout de 5-6 ans, peuvent aller voir ailleurs. Finalement, donc c'est aussi du chiffre d'affaires dans leurs ateliers. Donc très clairement, on n'a pas aujourd'hui d'opposition avec les constructeurs.
Nous-mêmes, nous parlons avec de nombreux constructeurs en France et à l'étranger aujourd'hui. Donc, et on n'a pas de volonté d'avoir un partenariat exclusif parce qu'on le répète, notre volonté, c'est de décarboner et donc on ne veut pas travailler qu'avec un constructeur et on préfère travailler avec toute une panoplie, avoir plusieurs constructeurs à notre catalogue, ce qu'on a prévu sur plus de 30 modèles aujourd'hui d'ici 4 ans. Non, les constructeurs ont mis du temps. Ouais, au départ, c'était un peu compliqué. Moi, j'étais de l'autre côté, j'ai travaillé sur la réglementation notamment, et on voyait bien que il n'y avait pas une forte ambition de la part des constructeurs d'y aller. Aujourd'hui, non, ils sont assez ouverts pour travailler, et encore plus dans le véhicule lourd. Pour le coup, où là, ils sont tout à fait ouverts à travailler avec nous. Oui, puis on voit les entreprises, enfin les villes surtout qui travaillent, on parle de l'hydrogène, on parle de l'électricité, donc voilà, il y a un vrai mouvement qui s'opère. On voit qu'il y a 3 solutions vraiment différentes sur scène, sur cette table ronde. Alors Benoît, j'ai une question qui s'adresse à vous, à midi pile. Est-ce qu'on est dans la cohabitation finalement entre les vélos, les véhicules électriques légers, les véhicules lourds? Comment va se faire finalement cette mise en place? Alors on a vu que dans les hôpitaux ça va être plus simple, hein, parce que là pour le coup c'est dans un cercle fermé, mais il y a cette question de la cohabitation qui est posée justement sur Eval. Comment on le gère, ça? Ouais, je sais pas non plus. Je pense que l'expérience sur d'autres continents nous montre que des plus petits véhicules et aussi électriques en fait fonctionnent très bien. Pour connaître un peu la Chine, c'est vrai que c'est assez marrant de voir que leur non-culture automobile les amène à passer d'une solution à une autre très très rapidement, sans s'accrocher en fait à peut-être nous des freins plus comment dire, historiques, parce que je développais tout à l'heure, culturels, voilà. Et donc en fait, moi je sais pas comment ça va se passer, mais je sens bien que en fait il y a un plafond de verre sur le vélo assistance électrique, 250 watts, 25 km/h. 25 km/h, c'est pas un sujet en ville, mais dès que vous êtes en périurbain, petites moyennes agglos, vous habitez à Poitiers, Limoges, Pau, Angoulême, vous faites comment avec un vélo cargo? Ça marche pas. Vous pouvez pas monter, vous montez à 3 km/h, vous mettez 100 kg dans votre caisse, pardon, juste vous montez pas. Donc le business n'est même pas rentable. Voilà, donc le vélo, plafond de verre. La voiture, voilà, il faut qu'elle soit plus petite. Les solutions que présentent mes collègues, super, enfin je veux dire c'est complémentaire. Il va y avoir des complémentarités. Ça dépend toujours finalement le territoire, ça dépend l'usage. Ça dépend peut-être le profil des utilisateurs. Et moi, je suis convaincu que c'est une multiplication des solutions et pas un recentrage sur une unique solution. Enfin, de toute façon, l'histoire a toujours été comme ça. Il en faudra pour tout le monde. Donc nous, on tente une autre voie pour essayer d'accoler un véhicule moyen. D'ailleurs, c'est une réflexion très, très intéressante quand on voit la culture européenne. L'Europe a fait quoi sur les véhicules légers? Il a fait une catégorie qui s'appelle L, Light. Et vous savez ce qu'il a mis dedans? Donc ça date de pas longtemps. Hein. Il a mis le speed bike L1 et il a mis dans la même catégorie le L7, voiture sans permis 90. Vous voyez des points communs, vous, entre ces deux véhicules? Voilà. Le japonais a fait les K-cars. Il a compris ça avec les premiers chocs pétroliers. C'est-à-dire qu'il a créé ces catégories il y a bien longtemps. Il y a 40 ans, quoi. Voilà. En Europe, on n'a pas cette culture du petit véhicule. Je pense qu'il faut y aller. Maintenant, comment on va le faire? Comment tout ça s'interconnecte, s'intercale? J'ai pas la réponse. Non, mais on est là aussi pour justement essayer de voir un petit peu à l'avenir. C'était le pourquoi. On a conclu là-dessus hier dans la table ronde. C'est vrai que le pourquoi, on va le trouver justement dans les différents sens que vous avez comme véhicule. L'objectif, c'est aussi de se dire qu'on peut capter des publics jeunes, des publics moins jeunes. C'est vraiment s'adapter et s'adresser à tout le monde. Je vous laisse rebondir, Alain. Oui, je dirais que je suis moyennement d'accord. Je crois que l'avenir est bien plus reluisant que ça. En fait, il faut être positif. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les villes ont pris les décisions. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a qu'à voir le changement d'habitude français, parisien. Voyez Paris aujourd'hui, voyez Paris il y a 5 ans. On peut être d'accord que la communication d'Anne Hidalgo n'est pas idéale. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, Paris a fondamentalement changé et d'une manière tout à fait naturelle. Quand vous voyez le nombre de Parisiennes aujourd'hui qui vont au boulot en vélo, de gens qui utilisent des trottinettes partagées, c'est une explosion. Et pourquoi est-ce que les villes font ça, acceptent ça et vont pousser à ça? Mais simplement parce qu'on veut vraiment interdire l'entrée de véhicules de l'extérieur vers l'intérieur et également faire en sorte tel qu'on diminue le parc automobile des gens qui vivent dans les villes. Pour que vous sachiez, un véhicule partagé économise, à terme évidemment, le temps que ce soit fini, 5 véhicules particuliers.
il y a 400 000 véhicules dans Paris. Imaginez, en 2030, c'est grosso modo, à la vitesse à laquelle on va, 50 à 100 000 véhicules qui auront disparu. Qu'est-ce que ça veut dire ? On gagne de la voirie, on rend de l'espace aux citoyens parisiens, on permet d'avoir des autoroutes de vélo, des autoroutes de 2 roues comme il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas hurlé quand on a dit la rue de Rivoli, pouf, on la coupe, terminé. Aujourd'hui, regardez le nombre de 2 roues qu'il y a, rue de Rivoli, qui est devenue une autoroute urbaine. Donc, je suis de mon côté très positif par rapport à ça. Et je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y aura une multitude de solutions et c'est comme ça que ça marchera. Du vélo, du vélo cargo. Aujourd'hui, les vélos cargo, c'est devenu une explosion. Il y a 3-4 ans, on n'en parlait pas. Donc, je pense qu'on va vers ça. Donc, ça, c'est l'adoption par le particulier. Et puis, il y a le professionnel. Et le professionnel, c'est différent. C'est que le professionnel, il veut le faire. Que ce soit Amazon, que ce soit La Poste. Donc, ces gens-là cherchent des solutions de transport du dernier kilomètre qui peuvent être là aussi un mix entre du vélo cargo, une petite circle type van ou une voiture plus grosse qui peut être un Kangoo ZE, etc. Voilà. On peut adapter la Circle Car justement à plusieurs usages ou c'est tout à fait possible ça ? C'est déjà prévu. Bon, très bien. Parce que Circle Car, on reste dans la ville, justement, c'est le principe du cercle. Et puis après, on a la Rêve Mobilities et les rétrofits. On est complémentaires. Voilà. Non, mais c'est ce que j'allais dire, justement. Tout à fait. Non, mais moi, alors, pour en revenir au débat qu'on avait, moi, je déteste quand on parle de solution unique. Et c'est vrai qu'on sort, et on va sortir, j'espère, le plus rapidement possible, d'un monde d'une solution unique qui était celle du tout pétrole. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toujours des réactions immédiates où on cherche le remplaçant du tout pétrole, alors qu'en réalité, c'est les remplaçants. C'est-à-dire que hier, il y a eu des annonces faites sur l'hydrogène. Ce matin, on ne parle que de l'hydrogène comme étant la solution unique. Non. Quand on monte une usine à batterie, le lendemain, on ne parle que de la batterie comme étant la solution unique. Non, sincèrement. On parle de biocarburant, le lendemain, pareil, on parle de biocarburant comme solution unique. Non, c'est une multitude, en fonction des cas d'usage. Et on a chacun notre rôle à jouer, et je suis extrêmement positif là-dessus. Je pense que vraiment le changement est là, en tout cas, la volonté est là, et on le voit au quotidien, que ce soit les collectivités, que ce soit les entreprises, les freins sont vraiment, et les barrières sont en train de tomber, donc ça va dans le bon sens. Nous, sur la partie rétrofit, on le voit avant tout sur les professionnels, sincèrement, sur tout ce qui est véhicules utilitaires, légers, notamment, où là, comme je le dis, il y a une masse de véhicules. On est le premier parc en Europe, hein. C'est 6 millions de véhicules utilitaires légers en France, c'est le premier parc européen, et toutes les sociétés aujourd'hui nous disent oui, on y pense, c'est 2 fois moins cher, donc on va 2 fois plus vite, et on a des obligations de verdissement des flottes en plus. Les collectivités nous disent la même chose. Et puis après, on parlait des jeunes, des moins jeunes, etc. Nous, on a quelque chose qui rassemble tout le monde, c'est vraiment Rétrofutur. Pour le coup, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, les voitures anciennes et électriques, et ça permet même parfois de rassembler. On a une anecdote, c'est un collectionneur un petit peu âgé qui a eu 60 voitures et qui nous dit, bon, écoute, j'en ai aucune dans mon parc qui peut être rétrofitée aujourd'hui. Par contre, je vais en racheter une parce que je vois un truc, c'est que mes petits-enfants aujourd'hui, ils s'en foutent de mes bagnoles à essence. Par contre, si je leur amène une électrique, ça peut peut-être les intéresser. Et donc, ça peut leur mettre un peu le pied dans le monde de la collection. Donc, c'est génial, ça arrive à rassembler les gens, ça plaît, ça donne le sourire, donc tant mieux, l'avenir est radieux. Bon, eh bien, en tout cas, ça c'est positif. Alors, je vais quand même poser une question parce que sur evals.fr, vous pouvez poser vos questions. On est d'accord qu'à horizon 2035, il n'y aura plus de moteur thermique, parce que là, on avait la question en disant pourquoi ne pas aller justement au bout du processus et de se dire qu'on peut les rendre fiables, ces moteurs thermiques, pour les camions. Pourquoi ne pas le faire pour les voitures et aller le plus possible plus loin sans consommer trop? Il y a quand même une place ou plus du tout? Si, il y aura encore une place. En 2035, alors c'est pas encore d'ailleurs décidé, on est encore en phase de trilogue au niveau européen, mais on souhaite que ça aboutisse. On ne vendra plus de véhicules thermiques théoriquement neufs, mais le parc existant, il sera toujours là, et on ne sait pas quel sera le comportement du consommateur en 2035. Qu'est-ce qui nous dit qu'en 2035, le consommateur va pas, sur une durée de vie moyenne de véhicule qui est aujourd'hui de 10 ans, qu'elle va passer à 15 ans parce qu'il va garder son véhicule le plus longtemps possible pour se dire j'ai pas forcément encore envie d'y aller aujourd'hui. Donc on ne sait pas en réalité ce qui va se passer. C'est une vraie question que l'on a aujourd'hui. Mais nous, en tout cas, en termes de business model et de long terme, les études aujourd'hui nous prouvent qu'au niveau européen, on a un marché durable, y compris après 2035 et jusqu'à minima 2050, à plus de 36 milliards d'euros. Donc il y a encore un marché qui est là parce qu'il y a un parc qui est existant, qui est là et qui attend d'être rétrofité. Et en plus, je rajouterais pour finir qu'après, on fera du rétrofit hydrogène.
Et moi, je suis convaincu que dans 20 ans, on changera des moteurs électriques de voitures pour passer, de camions notamment, pour les passer en hydrogène pour pouvoir avoir plus d'autonomie parce que le coût sera beaucoup moins cher et la distribution sera là. Donc le modèle, il est durable, réellement. Parce que j'allais dire, il y a une crainte aussi, on en parle, voilà, on est là aussi pour se projeter, mais sur la recharge, donc les solutions, on le sait, le battery swap, ça c'est une très bonne idée justement dans le sens où les gens s'inquiètent un petit peu, enfin je pense que les gens s'inquiètent un petit peu de se dire, ah mais si j'ai pas une borne de recharge à côté, comment je vais faire si ma batterie est à plat? Donc ça c'est des solutions qui peuvent être trouvées. Le battery swap, comment ça fonctionne exactement? C'est l'utilisateur vraiment dans Circle Car qui peut, quand il voit que une des batteries est vide, hop, replug une autre batterie, c'est ça? Pas tout à fait. Ah, Non, bon. voilà. En gros, ce qu'on fait, c'est on facilite la vie de l'utilisateur. L'utilisateur ne s'occupe de rien. Il prend le véhicule où il est, il le dépose où il va, c'est tout. Il ne s'occupe pas de payer une place de parking, de l'assurance, de quoi que ce soit, ni même de la recharge, ni même de le nettoyer. Notre véhicule, par exemple, également, c'est post-Covid, il est décontaminé après chaque usage, par exemple. Donc, on fait vraiment en sorte telle que c'est facile, c'est propre, vous aimez l'utiliser. Si vous voulez, les batteries partent sur une remorque. Cette remorque part dans un parking et c'est dans le parking que cette remorque est rechargée. Donc c'est extrêmement simple. Ça a aussi l'avantage de ne pas être rechargé à des heures de pointe parce qu'il y aura des problèmes un jour avec quand les gens vont rentrer chez eux et que tout le monde va se plugger, ça va poser des problèmes. Il y a des villes qui n'ont pas un tuyau suffisant au niveau électrique. Paris en fait partie. Donc, en rechargeant, je vais dire, au fil de l'eau, comme nous le faisons, on résout le problème. En plus, c'est du triphasé industriel, ça se recharge en 3 heures. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Et jusqu'ici, ça n'a pas été fait. Voilà. Il n'y a pas eu cette crainte, Damien, justement, de recharge, j'allais dire Aujourd'hui, les scénarios qui sont disponibles à l'instant T nous disent, qu'on n'aura pas 100% du parc électrique demain, que le temps que cela arrive, on a aussi une baisse de la consommation, notamment dans le bâtiment, qui fait qu'à périmètre constant, on arrive quand même à assumer les choses. Et puis, nous, on a la volonté que nos véhicules soient aussi reliés au réseau en véhicule to grid et qu'on puisse piloter aussi et faire en sorte que nos voitures soient aussi des batteries. Elles sont statiques 95% du temps, je le rappelle, donc de faire en sorte qu'elles puissent aussi servir à amener l'électricité sur le réseau si à un moment il y a un besoin. Mais aujourd'hui, en tout cas, les scénarios nous prouvent, c'est vrai que c'est un peu la crainte de tout le monde de se dire mais est-ce qu'on va réussir ? Déjà, mollo, on a le temps, on aimerait bien aller plus vite, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, le parc il va grandissant en électrique, mais il ne sera pas demain même à 50%, ça va mettre du temps. Donc pendant ce temps-là, il y a des réductions de consommation sur d'autres modes, et aussi il y aura probablement une augmentation, en tout cas c'est ce que nous disent les scénarios RTE, une augmentation de la production qui fait que on n'aura pas de blackout et on continuera à rouler en véhicule électrique demain. Et je suis convaincu que les bornes de recharge vont continuer à se développer. On le voit, je parlais hier avec le maire du Mans, tout le monde part à développer le nombre de bornes de recharge. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut du rapide, du très rapide ou de la borne classique et avec des modes où on charge et on se plug dès qu'on peut, dès qu'on s'arrête. C'est plus ça la question et ce sera des choix qui vont être un peu plus locaux. En tout cas, nous, l'objectif, c'est que les véhicules puissent accepter tout type de charge. Alors après, pour Midi Pile, il n'y a pas ce problème-là, puisque justement... Non, c'est sûr. Moins le problème. Moins 3 niveaux de réponse. Premier niveau, je suis un peu moins optimiste que mes collègues sur la suite et la production d'énergie au global, mais aussi électrique. Alors évidemment, il y a des planifications, on a un parc nucléaire, il y a quand même beaucoup d'avantages comparativement à peut-être d'autres endroits sur la planète. Mais moi, je suis persuadé que c'est peut-être pas cet hiver. D'ailleurs, c'est pas la peine d'acheter un groupe électrogène, un groupe voilà, il y a des sortes de il y a des sortes de paniques comme ça qui montrent comment dans l'imaginaire c'est hyper présent. Je pense qu'il va falloir gérer ça et c'est compliqué. Je voudrais rappeler un chiffre. Aujourd'hui, si vous installez une pompe à essence, à peu près, ça vous coûte à peu près 10 000 €. Une pompe à essence classique. Alors, on mutualise puisqu'on en installe souvent plusieurs. Voilà. Si vous installez un superchargeur, on est plutôt dans l'ordre de 100 000 € à peu près. Si vous installez aujourd'hui une installation hydrogène avec la compression, c'est plutôt 1 million d'euros. Voilà. Donc, vous voyez les ordres de grandeur. Donc, clairement, aujourd'hui, quand même mettre de l'infra électrique, c'est pas anodin. Et c'est compliqué. Donc, nous, on tire notre épingle du jeu, mais parce que moi, j'ai choisi de faire ce projet-là, on a besoin de plus gros véhicules, on a besoin d'autopartage, on a besoin de ça. Mais moi, je me charge sur n'importe quel prix secteur, même pas renforcé. Voilà, c'est vraiment notre volonté.
Et je compléterai ma réponse en disant qu'on a aussi pensé notre véhicule, nous, pour qu'il soit le plus résilient. Alors c'est le mot à la mode là, mais ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure d'autonomie énergétique, ça fait vraiment partie de nos valeurs, empowerment. C'est de dire le jour où le grid y tombe, vous avez encore du photovoltaïque et de la pédale. En gros, des journées comme aujourd'hui, vous allez charger, je sais pas, à peu près 10 km d'autonomie en électrique pure. Vous pouvez vous traîner à la maison avec des pédales. Vous avez quand même un véhicule qui est un peu lourd à la pédale seulement, mais c'est possible. Donc ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Nous, on a un avantage structurel de notre véhicule assez intéressant. Si vous regardez tous les véhicules solaires, vous faites un ratio entre la surface par rapport au poids. Alors, on ne va pas les citer, Aptera, Lightyear One, Sonotion. Et en fait, on a des ratios plus intéressants qu'eux. On arrive à installer 400 watts crête pour un véhicule de moins de 200 kg. Du coup, vous faites les ratios et vous vous rendez compte qu'en termes d'autonomie, on est comme une Aptera, en fait. Juste parce qu'on ne roule pas à 120 ou 130, on roule à 45. Voilà. Alors, il y a la question, je rebondis d'ailleurs, il y avait une question sur evals.fr. Est-ce qu'on a pensé aussi à l'ergonomie, aux bienfaits sur le corps de l'utilisateur? Enfin, je veux dire, on a justement cette problématique-là. Ah oui, oui, évidemment. Alors, je vous citerai un exemple que j'ai pas mal regardé, c'est le concept de Twike, si vous le regardez. Alors, c'est assez rigolo D'accord, ok. C'est assez rigolo cette aventure parce que ça a commencé dans les années 80, donc on peut parler de précurseur, c'était en Allemagne. Et en fait, ils ont toujours conservé les pédales dans ce véhicule. Alors vous le regarderez si vous le connaissez pas. C'est une roue devant, 2 roues derrière. Ils ont commencé par se dire, on va contribuer au pédalage, mais du coup pour que ce soit valorisé, on va peut-être pas rouler trop vite parce que vous imaginez 250 watts de jambes pour les plus costauds, vous avez besoin de plusieurs kilowatts pour déplacer. Donc en fait, à la fin, on sait plus trop pourquoi on garde les pédales. Ils ressortent des versions là qui roulent à 130, plutôt course, race, machin. Et vous vous dites, mais pourquoi ils gardent les pédales? Ces putains de pédales, à quoi ça sert? Et en fait, la communauté est très attachée à ça parce que vous faites du fitness. Parce que quand vous vous déplacez, vous pédalez. Si vous en avez essayé, c'est assez remarquable. Vous vous déplacez avec les pédales. Au lieu d'avoir des pédales axel-frein, en gros, vous pédalez dans un sens, dans l'autre. Ils ont intégré le freinage en rétro-pédalage. Vous avez l'impression d'être comme sur un vélo hollandais. C'est super fun. Et finalement, les gens disent, moi, au lieu d'écouter la radio, moi, je fais mon sport sur l'autoroute en allant à mon rendez-vous. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà. Ça répond que partiellement à la question, mais j'ai juste envie de compléter en disant, nous, en ce qui nous concerne, franchement, c'est quand même le mal du siècle. Demandez à combien de gens ici font 10 000 pas par jour, le minimum pour être à peu près en bonne santé, combien il y a de surpoids, d'obésité, etc. Franchement, juste contribuer à son déplacement, moi je trouve que c'est naturel. On a été doté de 2 jambes, et donc de pédaler, pour moi, c'est quelque chose de complètement naturel. Et ça a un autre effet, pour rebondir sur la table ronde juste avant, Nils disait effet rebond, et moi j'y suis super sensible, et je pense en fait qu'un moyen de transport dans lequel vous contribuez, vous prémunit de l'effet rebond. Si vous êtes obligé de mettre un effort et volontaire, c'est-à-dire que derrière il est accompagné, il est assumé, etc. En fait, si vous devez contribuer au pédalage, vous prenez peut-être pas votre véhicule si vous n'en avez pas vraiment besoin. Et je trouve que c'est un antidote qui nous prémunit de ces effets-là. Oui, ça peut effectivement être une solution. Alors on parlait de partage et d'auto-partage. Je voulais rebondir parce qu'on a des questions justement sur evals.fr. Comment on l'utilise? Parce que voilà, ceux qui ne peuvent pas pédaler, par exemple, voilà, ils vont se tourner vers cette solution-là justement en ville de Circle Car. Où se trouvent les véhicules? C'est bête peut-être comme question, mais où se trouvent les véhicules? Est-ce qu'on peut les retrouver n'importe où? Puisqu'on sait qu'il n'y a pas ce problématique de se mettre sur les bornes comme Autolib à l'époque de recharge, on peut se garer un peu n'importe où. Il n'y a pas de problématique à ce niveau-là? Non, il n'y en a effectivement qu'une. On se gare sur n'importe quelle place de parking. Évidemment, pas en dehors des places de parking. Donc, c'est assez simple. Après ça, ce qui est clair, c'est que les villes, je dirais dès 2025, auront pris des dispositions pour diminuer le nombre de places de parking disponibles pour les véhicules particuliers, pour augmenter les places de parking pour les véhicules en libre-service. Donc, on va dans cette direction-là, et en sachant que ces solutions sont toutes complémentaires les unes aux autres. Il y en a qui ne veulent pas prendre les transports en commun, il y en a qui prennent les transports en commun, il y en a qui ont peur du 2 roues, qui prennent du 4 roues, peut-être parce qu'il fait mauvais, peut-être parce qu'on va conduire son gosse à l'école, ou qu'on passe au monop après le bureau, quoi. C'est ça, hein.
toutes les solutions vont s'enchevêtrer les unes les autres pour permettre une mobilité idéale dans les villes, supprimer les embouteillages progressivement et ainsi de suite. Mais tout ira dans cette direction-là. Et puis on parlait aussi de variété, peut-être aussi avec le rétrofit, on va avoir des véhicules très différents. Les designers vont être contents parce que on va avoir finalement des variétés de véhicules. On peut se faire plaisir avec un rétrofit parce qu'on retrouve un véhicule qu'on a aimé auparavant. Est-ce qu'il y a un travail peut-être qui peut être fait aussi avec les banques finalement pour avoir des prêts pour les rétrofits, ou est-ce que comment ça se passe? C'est un travail que l'on fait, il faut être assez agile en réalité, que ce soit en matière de banque et d'assurance. Également, on va proposer avec notre partenaire Financo des leasing notamment. Et quand je dis qu'il faut être assez agile, c'est qu'on finance finalement le moteur, la batterie du véhicule, toute la transformation et pas le véhicule en lui-même. Donc c'est un peu différent d'un mode d'acquisition classique où on prend tout un véhicule et puis si la personne a des défauts de paiement, on reprend le véhicule. Là, c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que le véhicule appartient toujours, quoi qu'il arrive à la personne. C'est la transformation qui appartient au loueur le temps de la transformation. Donc oui, on réfléchit aussi et on a fait un amendement en ce sens au projet de loi de finances à intégrer le rétrofit au prêt à taux zéro, au dispositif expérimental du gouvernement dans les zones à faible émission, parce qu'on pense qu'il y a toute sa place et encore une fois, ça apporte une complémentarité, une diversité et c'est tant mieux. Et si ça permet d'accélérer, allons-y. Et sur votre première interrogation, effectivement, ça peut apporter de la diversité dans nos villes. C'est génial et moi, je le vois dans mon entourage, plein de gens qui me disent mais je peux avoir finalement une Triumph Spitfire qui soit rétrofitée pour le prix d'une Renault Zoé avec l'achat du véhicule à côté. Je vois pas pourquoi je m'en priverais, c'est quand même un peu plus sympa. Alors oui, il y a peut-être un peu moins d'équipement, mais on prend tellement de plaisir au quotidien dans ce type de véhicule et pour utiliser régulièrement, je peux en témoigner que derrière, ça vaut bien de supprimer parfois quelques éléments de confort qui servent pas à grand-chose finalement. Ouais, l'implication, c'est vraiment ça, peut-être aussi une des clés, hein, c'est ce que l'on évoquait. Voilà, impliquer l'utilisateur, c'est ça aussi qu'on a voulu avoir chez Midipil. Ouais, reprendre le contrôle de nos vies. Je sais pas, je pense que ça va plus loin que ça. Moi, me faire transporter comme un vulgaire sac de patates, des fois, c'est assez limite. J'aime bien ça. Voilà. Après, il en faut pour tous les goûts et pour tous les moments de la vie. On voit que dans des études, par exemple, de cyclistes, on voit que l'âge où on pédale le moins, c'est entre 30 et 40 ans, en fait, parce qu'on a autre chose à faire. Ça prend du temps. C'est compliqué. C'est surtout les jeunes, les plus anciens. Donc, je pense que c'est tout ça qu'il faut arbitrer. Pas une solution, des solutions, mais vraiment d'accord pour dire que être acteur de sa mobilité est important. Oui, parce que c'est ce que l'on disait. Et je rebondis justement. Les jeunes générations, tout à l'heure, on l'a évoqué. Enfin. Tu l'as évoqué, utilisent des moyens simples, les personnes plus âgées également parce que elles ont peut-être plus le temps. Finalement, c'est ça aussi le point qu'il faudrait avoir, c'est d'impliquer aussi ces générations qui sont actives peut-être plus, je sais pas, de 30 à 40 ans. C'est ça le point à avoir ou pas? Oui, ça pourrait être une hypothèse. Parce que dès qu'ils ont les moyens, j'ai l'impression que les 30-40 ans se tournent vers les véhicules. En fait, oui et non. Je pense que le point de bascule aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire vraiment de la vulgarisation, on va dire standard de bas niveau, mais c'est de dire les plus anciens, en fait, ont culturellement pas envie ou pas les moyens ou pas l'énergie pour switcher sur ces nouvelles mobilités. C'est caricatural, c'est pas tout à fait vrai. Mais on se rend compte quand même qu'il y a culturellement quelque chose de difficile à faire. Ville-campagne très différent. Demander à une personne de 70 ans en plein milieu de la campagne, là moi où j'habite, de se passer de sa voiture, c'est quand même super compliqué. Mais tu pourras prendre un Midipil, c'est super sympa. Genre c'est no way quoi, pas besoin. Inversement, vous prenez des jeunes générations et donc moi j'ai intégré dans mon équipe beaucoup de jeunes, donc des seniors post-cadres, mais beaucoup de jeunes parce qu'ils me piquent, hein, ils me piquent et ils me poussent parce qu'on n'a pas la même idée du futur et que moi, c'est hyper important de co-construire des solutions du futur avec les gens qui vont les utiliser. Évidemment, le mindset n'est pas du tout le même. Donc voilà, je ne sais pas si ça joue sur la tranche 30-40. Peut-être qu'on peut se dire en termes de pouvoir d'achat, c'est peut-être un élément qui fait basculer. Quoique, je ne suis même pas sûr. Moi, j'aurais tendance à faire confiance à la jeune génération qui est beaucoup plus consciente, qui va beaucoup plus vite, qui prend moins de pincettes, qui fait des raccourcis, des fois, qui n'a pas l'expérience. Alors ça, souvent, c'est aussi le point, c'est de se dire une expérience de vie, ça ne se remplace pas. Mais quand même, qui a intégré ces enjeux. Et donc, moi, je mise beaucoup plus sur cette jeune génération et c'est elle que j'écoute.
Bon, on va voir. Alain, dernière petite minute. J'ai- Voilà, on va conclure cette table ronde. Mais Alain, oui, pour rebondir. Je vais défendre les personnes âgées. En fait, considérons que les jeunes ont une conscience que les plus âgés n'ont pas, au niveau de comment la société doit évoluer, au niveau de la non-nécessité de posséder quelque chose. On est plus dans la location, dans le partage. Par contre, et là je parle essentiellement des villes, je ne parle pas des campagnes et autres, mais dans les villes aujourd'hui, combien ne voit-on pas d'automobilistes qui passent à des solutions 2 roues et autres, simplement parce qu'ils pestent de voir tous ces 2 roues qui passent devant eux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ville, le véhicule le plus rapide, c'est le vélo. Donc, il n'y a pas le choix. Vous êtes dans un embouteillage où vous êtes tout à fait idiot, hein, passez-moi l'expression, mais les gens aujourd'hui se rendent compte de ça. Et il y a une telle explosion que il faut être aveugle pour ne pas la voir. Et donc, il y a beaucoup de gens qui switchent vers du 2 roues, vers des solutions partagées, parce que c'est tellement plus facile, c'est tellement plus rapide. Donc, on n'est plus à se dire je dois prendre mon vélo, machin. Non, toutes ces solutions vont faire que la transformation va être rapide et radicale. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Il y a une urgence, hein, c'est ce que l'on dit. Alors, on va pouvoir conclure, et le mot de la fin, on a compris que les multimobilités, c'était important, multi-solutions également. La société est en train de changer. Il faut absolument qu'on prenne les rênes de tout cela et que les utilisateurs puissent se reconnaître finalement. Et le pourquoi, ça va être la clé. Tout à fait, et que les utilisateurs aient aussi plusieurs solutions. Par contre, je reviendrai quand même sur un point qu'on a moins abordé, parce qu'on parle un peu plus de transport de personnes, même si là, il y a beaucoup de marchandises également chez Midipil, mais c'est tout ce qui est transport de marchandises. Il y a un chiffre qui est quand même assez frappant, c'est que si on interdit les camions à Paris, en 5 jours, Paris est affamé. Ne l'oublions pas. Donc il va falloir continuer quand même à avoir des véhicules aussi qui soient des véhicules lourds, des camionnettes, pour pouvoir notamment approvisionner nos magasins, pour que les Français puissent manger, et manger local de préférence. Et c'est pour ça qu'on a un parc qui est disponible. Nous, on est en train de dire ce serait ubuesque de mettre tout ce parc à la casse demain, avec les émissions de CO2 que ça engendre aussi pour recycler ces véhicules. Nous disons simplement, on a un parc qui est disponible, qui est aménagé parfois, également, on n'en a pas parlé, mais on a beaucoup de véhicules qui sont également aménagés, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc quand on leur dit qu'il faut acheter un véhicule neuf à 55 000 plus 40 000 euros hors taxe de transformation, ça devient 95 000. Donc quand on leur dit qu'on peut faire à 30 000 via un rétrofit, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Donc utilisons ce parc, et il y aura de toute façon de la place pour tout le monde, y compris pour le véhicule neuf évidemment. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. L'occasion de vous rappeler et de rappeler à tout le monde qu'on peut aller dans les coursives et retrouver vos véhicules respectifs. Voilà. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, midipil.eu, évidemment. Rêve Mobilities et Circle Car. Merci beaucoup, messieurs.